Faut-il repousser le Black Friday comme l'a demandé aujourd'hui le ministre de l'économie Bruno Le Maire? Écoutez, je crois que c'est mal posé le sujet, pardon de dire comme ça. C'est-à-dire que ce dont ont besoin nos commerçants, c'est que, et c'est très important, c'est qu'ils puissent être aidés dans la période qui vient, c'est qu'il y ait des choses cohérentes qui se mettent en place. Je le vois très clairement, il y a des grandes surfaces parfois qui pratiquent en vérité le click and collect en détournant un petit peu la loi, et des commerçants qui sont fermés alors qu'ils ont le sentiment que si on appliquait des protocoles sanitaires discutés avec eux en fonction de la taille de l'établissement, des capacités à ce que les clients ne soient pas en contact les uns des autres, ils pourraient accueillir du public. Donc tout ça a choqué beaucoup de gens. Moi, j'ai envie de dire d'abord que ce qu'on pourrait imaginer, plutôt que de s'interroger sur Black Friday, c'est, vous savez, il y a des gens qui subissent la crise, les TPE, PME, nos commerçants, et à d'autres qui s'enrichissent à l'heure actuelle. Il y a les profiteurs de crise, on le sait très bien. Ceux qui vendent notamment par correspondance, il y a un grand groupe dont on ne cesse de parler. Et ce qu'il faudrait... Vous avez évoqué Amazon, j'imagine. Évidemment, mais c'est pas le seul, mais bon, voilà, on va dire qu'il est devenu le cas emblématique. Il faut une taxe Amazon, il faut que les profits d'Amazon soient taxés de telle manière que les surprofits qu'ils réalisent dans la période, ils soient redistribués aussi à nos commerçants. Si on n'agit pas de ce point de vue-là, vous savez, ce Black Friday, moi je suis pas très fan, c'est un jour de consommation compulsive qui vient, qui amènerait, ce serait stupide alors qu'on a fait un effort sur le confinement, de dire que les gens vont se précipiter vers les magasins, dans lequel les commerçants, c'est le principe du Black Friday, vendent parfois à perte ou en faisant des marges extrêmement faibles. C'est pas ça que je crois demande en vérité des commerçants, c'est pas ça qui va reprendre l'activité, c'est un rapport à la consommation que moi je trouve pas très intéressant. Mais dans l'immédiat, donc pour bien comprendre ce que vous dites, Alexis Corbière, il faut aller vers une ouverture de ces commerces non essentiels là, le vendredi 27, grosso modo, il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut rediscuter. Pourquoi pas au cas par cas. C'est un travail de cousu humain, ici ou là. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent reprendre? Il y a des choses qui sont, selon moi, des biens essentiels. Je pense notamment aussi à la culture. On en a parlé. C'est important. Il y a un maillage dans ce pays qui est une particularité de librairie, d'établissements culturels. Bon, il faut que, et les gens font des efforts, faut les aider. Il faut aussi que nos petits commerçants qui font vivre des quartiers ne soient pas étouffés. Je crois qu'il y a des choses qui sont faisables. Je ne suis pas pour faire n'importe quoi. Je le répète d'abord et avant tout, le virus est extrêmement dangereux. Je ne suis pas pour qu'on banalise cela, mais il faut créer les conditions que ce maillage économique indispensable existe. Et quand c'est pas possible, quand il faut fermer, je le répète, c'est un principe de solidarité économique, j'ai envie de dire, entre ceux qui font des surprofits doivent être taxés pour aider ceux qui pâtissent particulièrement fort. Et après, on n'aura peut-être pas l'occasion de revenir sur tout de même la non-préparation. C'est la deuxième vague. Là, on n'est pas. Alors justement, vous avez vu ce qu'a dit. Il n'y a plus d'excuse de la première vague. Vous avez vu ce qu'a dit. Je suis stupéfait de la carence du gouvernement. Vous avez vu ce qu'a dit Gabriel Attal. Nous ne sommes pas du tout au déconfinement. On en est même loin. Une façon de peut-être un peu de doucher tout éventuel optimisme, parce qu'il y a une sorte de ralentissement de l'épidémie. Comment est-ce qu'on gère au mieux ce deuxième déconfinement, selon vous ? Moi, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'anticipation, de planification suite aux leçons qu'il fallait tirer du premier confinement. Premièrement, nous sommes en situation de confinement parce que nos capacités d'accueil de l'hôpital public ne sont pas suffisantes. C'est une technique extrêmement rudimentaire face à une épidémie de confiner une société. C'était difficile à prévoir, a dit Jean Castex hier. Dans il a tort. Je vais vous dire une chose, pardon de le dire en ces termes, il fallait écouter Jean-Luc Mélenchon qui, à l'Assemblée nationale, avait annoncé qu'il y aura une deuxième vague. Il a été raillé par des sénateurs En Marche qui ont dit il n'y connaît rien, Mélenchon. Pourquoi Mélenchon parlait? Il n'y connaît pas plus qu'autre chose. Mais il avait écouté nombre de scientifiques qui disaient les épidémiologistes, en général, il y a une deuxième vague. Et honnêtement, avouons que durant cet été, il n'y a pas eu de la part des pouvoirs publics des mesures, premièrement des mesures de rappeler la dangerosité de ce qui avait lieu. Et puis, il n'y a pas eu d'anticipation. Je pense aux écoles, par exemple. On pouvait embaucher des personnels, en particulier pour dédoubler les cours. Il a fallu que les enseignants se mobilisent pour commencer à obtenir cela. Mais c'est très difficile sur le terrain concret. Il n'y a pas eu de gratuité des masques. Il n'y a pas eu véritablement une politique de tester, tracer, isoler et de réquisition d'hôtels pour que ceux qui éventuellement... Pour vous, ça a été mal géré, cette affaire. Mais ça n'a pas été géré du tout. Écoutez, on a eu un gouvernement qui a dit on est prêt, et on a un président de la République qui a dit dans une allocution on a été surpris. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord. Mais tout le monde voit bien qu'ils ont été surpris. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de lits de réanimation. Enfin, vous donnez régulièrement la parole à France Info au personnel hospitalier. Il y a une colère qui monte parce que les gens sont formidables. Ils donnent énormément de leur temps. Mais ils sont à bout, rincés. Et ils en ont marre en plus de ce double discours gouvernemental. Alors Alexis Corbière, vous êtes également sur la discussion de la loi sécurité globale. Vous avez écrit un surenchère sécuritaire et liberticide, je vous cite. Vous contestez l'article 24, vous restez sur vos positions.
Alors pour que ceux qui nous écoutent comprennent, il y a un texte. Dans ce contexte, alors qu'il faudrait aussi aider nos services publics, l'hôpital, et puis par ailleurs on a été attaqué, il faut donner des moyens à la police. Moi je crois aussi que c'est un problème de renseignement, j'oublie pas les attentats qui ont eu lieu, mais il y a une réponse, fait notamment par un homme qui est un ancien dirigeant du RAID, qui est un député En Marche, Monsieur Fauvergue, qui fait une loi dite sécurité globale, qui vise à dire quoi? Qui dit attention, on n'a plus le droit de filmer les policiers. Alors c'est notamment l'article 24 que vous venez d'évoquer. Alors l'article dit il n'est pas interdit de filmer, mais il est interdit de diffuser les images ou tout autre élément qui permettrait au fond de pouvoir pister et voire porter atteinte à l'intégrité des gendarmes et des policiers. Voilà. Alors, ça c'est le texte, hein. Oui. Oui, mais lisons. C'est difficile, mais si on lisait le texte ensemble, on verrait qu'à partir du moment où le policier considère que son intégrité physique et psychique peut être mise en cause par la diffusion des images, alors vous n'avez pas le droit. Et le psychique, évidemment, est extrêmement large comme formulation. Il suffit que le policier dise « vous me mettez mal à l'aise en me filmant, ça me choque, j'ai déjà eu beaucoup de boulot, j'en ai marre de faire ça », pour que déjà il puisse vous arrêter. Et surtout la notion de diffuser. Vous savez, aujourd'hui, sans être trop technique, on a tous un téléphone dans la poche. Si vous sortez votre téléphone et que vous prenez des images, le policier peut considérer par exemple que vous êtes en train de faire un Facebook Live en direct et que vous êtes en train de diffuser des images. Oui, donc c'est sujet à interprétation finalement. C'est ce que vous dites. Hein. Oui. Donc très concrètement, parce que précisément c'est sujet à interprétation, qu'est-ce qui va se passer? Le policier, quand vous voudrez les prendre en photo, dira hop, je veux voir les images que vous diffusez parce que vous n'avez pas le droit de diffuser des images pour me dénigrer. Et où est la limite entre quelque chose de malveillant vis-à-vis de la police? Moi, je souhaite pas qu'il y ait des choses malveillantes vis-à-vis de la police, mais il y a un travail d'information. Parce que vous et moi, nous savons, et tous, qu'il y a eu des cas, je pense à l'affaire Monsieur Chouviat dernièrement, qui s'il n'y avait pas eu d'image, et si quelqu'un avait pris des images, si les policiers avaient dit eh bien, Cédric Chouviat plaqué au sol, hein. Oui, c'était au début de l'année. Ne serait pas sorti, oui, parce qu'il y a eu un enchaînement de circonstances malheureux qui a amené à ce que les conditions d'interpellation de Monsieur Chouviat, qui était un livreur, faisait son travail, il a décédé. Bref, surtout ces sujets, que les choses soient claires. Moi, je suis pour, la police doit pouvoir faire son travail, la police doit être respectée. Mais la police est un service public comme tout service public qui doit, à mon avis, aussi accepter l'idée, et jusque-là, elle l'acceptait d'ailleurs, qui est la possibilité d'un regard citoyen, journalistique sur son travail. Et trouver le point d'équilibre, hein, c'est ça. Et le point d'équilibre entre liberté et sécurité. Cette affaire nous concerne tous. Et après, il y a beaucoup d'autres sujets aussi dans cette loi. On a parlé de celui-là, l'utilisation de drones. Mais nous n'avons plus le temps, Alexis Corbière, malheureusement. Et aussi la généralisation des polices municipales plutôt que la police nationale. Merci en tous les cas. Merci à vous, Alexis Corbière, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été l'invité du 1850 France Info.